rend compte à quel point c'est difficile pour vous de témoigner de tous ces moments terribles et douloureux. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre courage. Vous restez avec nous. Nous allons passer maintenant à un autre témoignage, celui de Maïva Amadouche, qui est championne du monde de boxe professionnelle. Elle arrive et on l'applaudit, s'il vous plaît. Elle est aussi olympienne. Bravo à vous. Et vous intervenez aujourd'hui parce que vous êtes également policière. Vous êtes engagée dans la lutte contre les violences conjugales. Avec vous, au titre de votre profession, nous allons comprendre quel rôle justement peut jouer la police dans l'accueil des enfants, dans l'accueil de leurs paroles. Alors, bonjour à tous. Je remercie Madame la députée pour... Pardon, excusez-moi. Je remercie Madame la députée pour l'invitation. Je suis très touchée par votre témoignage, vraiment qui sont très très poignants. Et moi, je suis ici aussi pour représenter la police nationale. Pourquoi ? Parce que souvent, on n'a pas non plus trop la parole dans ces cas-là. On nous jette souvent la pierre pour ce qui est fait, alors que bon, c'est vrai que vis-à-vis de la police nationale, on essaie de faire le maximum. Après, je pense qu'il faut que la police, la justice et le monde médical travaillent main dans la main pour la suite, là, pour essayer d'avancer dans ces domaines-là, parce que si la justice travaille d'un côté et empêche la police de faire son travail sur le terrain, en minimisant ses moyens notamment, je pense que ça risque d'être compliqué, même si la volonté y est. Notamment moi, sur le terrain, je suis entrée dans la police à 19 ans, donc toute jeune, et je prenais déjà des plaintes à 20 ans, je prenais des plaintes notamment de femmes victimes de violences conjugales. J'intervenais aussi dans les différents familiaux donc contre ces maris violents. Déjà quand on est jeune et notamment dans la formation des policiers, il manque aussi de la formation vis-à-vis des violences conjugales. Il est important aussi de former les policiers sur le traitement donc de ces affaires-là, notamment des victimes et notamment aussi des enfants, parce que souvent les enfants sont les grands oubliés de tout ça, malheureusement, parce que souvent, même si on s'en prend à la femme, les enfants sont victimes et sont souvent instrumentalisés dans tout ça. Et c'est important d'en tenir compte. Et le travail et le chantier, on va dire, est colossal. Donc moi, j'interviens dans les foyers d'hébergement pour les femmes victimes, dans des ateliers de reprise de confiance en soi, de reconstruction à travers le sport. Et j'essaie vraiment de rétablir une confiance entre la police et les victimes. Donc c'est vrai que bon, j'essaie de faire le maximum sur le terrain. Le chantier reste encore colossal. Et on s'est amélioré sur les prises de plainte, l'accueil des victimes dans les commissariats. On sait que c'est une des difficultés de la police nationale. On essaie aussi maintenant d'aller vers les victimes, nous aussi d'aller vers les victimes pour essayer de les aider. Les enfants sont les grands oubliés, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que la police a aussi son rôle à jouer dans tout ça. Quand on parlait tout à l'heure, par exemple, de policiers qui peut dire oui, votre plainte, vous ne serez pas écouté parce que de toute façon, jeter une bouteille d'eau froide ne sera pas reconnu par la justice. C'est vrai que notamment les policiers sur le terrain sont souvent coincés par le manque de moyens par rapport au manque de moyens judiciaires qu'il y a derrière. Donc déjà, il y a le manque de formation et il y a le manque de moyens. Et c'est vrai que donc on essaie de faire le maximum. Croyez-nous, croyez-moi, parce que vraiment, moi, c'est un sujet qui m'a touchée. Je n'étais pas touchée au départ. Quand je prenais des plaintes, étant toute jeune, je disais aux victimes, pourquoi vous partez pas ? Pourquoi vous ne les quittez pas ? C'est ce que je disais, en fait, tout bêtement, parce que c'était une logique. Quand on n'est pas touché par le sujet, pour nous, c'est logique. Sauf qu'il y a une emprise. Le sujet est complexe. C'est plus qu'une emprise, même. C'est une dépendance, que ce soit matérielle. Il y a, comme on disait, vis-à-vis des enfants. Après, il y a eu, parce que la victime, après, se retrouve confrontée à un autre combat, c'est le combat judiciaire. Comme on disait tout à l'heure, un combat judiciaire long, difficile, semé d'embûches. Et c'est pas normal que les victimes de violences conjugales soient aussi des victimes vis-à-vis de la justice. Comme on disait, c'est pas normal que l'auteur connaisse l'adresse de la victime, que la victime doive se battre vis-à-vis
vis-à-vis de l'éducation, parce que forcément, s'il a l'autorité parentale, il a un rôle dans l'éducation. Il continue à avoir un rôle prépondérant vis-à-vis de l'enfant, notamment dans les visites. Les visites permettent aussi de garder un lien avec la victime, mais forcément une sorte aussi d'emprise qui reste continue, permanente et tout ça. Donc le lien est toujours établi, est toujours là. Donc forcément, le fait de ne pas enlever l'autorité parentale, pour moi, c'est ne pas aller au bout du raisonnement. Et ça protège pas l'enfant, ça protège pas la victime. Et on continue, ça persiste, ça continue. Et en fait, la victime, à part se battre contre les avocats, contre les juges, contre les institutions, en fait, finalement, ça reste plus que compliqué. Donc évidemment, je suis là pour porter la voix de la police nationale et je vous apporte tout mon soutien. Merci beaucoup Maïva Amadouche, merci pour ce témoignage. Alors ce que je vous propose à présent, c'est de laisser la parole à la salle pour que vous puissiez poser vos questions par rapport à ces 3 témoignages. Il y a déjà une question, madame. Oui, bonjour. Écoutez, je suis très contente d'être ici puisque je reconnais pas mal de personnes comme Maëva, puisque j'ai été élue de Clichy-la-Garenne. Je suis très contente de l'avoir ici. Je sais qu'elle est très engagée sur le terrain puisque son club de boxe était situé dans ma ville. Je remercie Madame la députée pour son invitation à la communication de ces pièces. Et ça fait plaisir de voir que certains députés sont très réactifs et participent à envoyer les documents vraiment avec un temps de rapidité assez exceptionnel, donc je tenais à vous remercier. Moi, je voulais juste faire un bref rappel. Alizée Bernard ne me connaît pas, mais moi, je la connais, puisque son livre « Silence, on cogne » a été coécrit avec Sophie Boutboul, qui est journaliste indépendante, avec qui j'ai communiqué. Je tenais à vous préciser que j'ai participé. Je ne peux pas tout dire ici, vous le savez très bien, puisque je suis émue parce que on ne se connaît pas physiquement, mais j'ai communiqué mes pièces personnelles pour faire progresser son livre. Je suis parent d'un enfant qui a été placé, donc je suis très contente aussi qu'elle le précise, puisque vous savez que lorsque vous êtes parent et que vous êtes victime de harcèlement, de contrôle coercitif, de violence, harcèlement moral, etc., et que vous portez plainte ou que vous le signalez à la justice, votre enfant peut se retrouver placé, c'est-à-dire placé abusivement, et personne n'en parle, très peu en parlent, pas d'avocats, pratiquement pas d'associations, pas d'élus locaux, pas de députés, pas de ministres, parce que le placement abusif, ça concerne des milliers et des milliers d'enfants qui sont retirés à des familles. Et c'est pour cela que en juin 2021, j'ai eu le courage, je risque ma vie, mais j'ai eu le courage de demander en tant qu'ex-élu une réforme de la protection de l'enfance. Ce que je voulais signaler ici, c'est que c'est vrai que c'est un cauchemar, puisque moi, mon fils a été retiré. J'ai eu encore moins de chance que vous, Alizée Bernard. C'est-à-dire que mon enfant a été retiré, a été placé chez son père. On m'a enlevé mon enfant le 26 juin 2018 en le plaçant chez son père. Il est actuellement détenu chez le papa, victime de tous les sévices qu'on peut subir, et je suis victime d'un double harcèlement. J'ai passé 2 ans enfermée à la maison, suivie par des véhicules de police. Je ne peux pas travailler, je suis en arrêt maladie, je suis victime de contrôle coercitif. Ça ne paraît pas comme ça, puisque les seuls moments où je me force à sortir et à m'habiller, et je pense que certains me comprendront, comme Alizée Bernard et Maëva, puisque je sais qu'elle connaît bien le sujet. Et je tenais à féliciter aussi, j'ai oublié votre prénom, Madame Rapp, parce que quand vous parlez de tweeter ou mourir, c'est ça. Le matin, je me lève et je me dis, tu vas faire comme si tu travaillais, donc je vais tweeter. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, des politiques, etc. Et je suis contente, puisque au moins ça fait progresser les choses, au moins sur Twitter. Donc je comprends ce que vous vivez. Je tenais à poser ma question à la suivante, parce que vivre tous les jours en vous demandant si votre fils va mourir, puisque c'est mon cas. Par exemple, je ne peux pas téléphoner à mon fils, puisque si je lui téléphone, ça va déclencher une guerre civile. Il va être victime d'un interrogatoire pendant des heures. Et donc, il faut faire attention à tout. Moi, je dors avec une bombe lacrymogène. Je porte, puisque des documents ont disparu chez moi,
Je bois pas de café, il y a du café qui s'est retrouvé sur mes documents. Je ne peux pas porter plainte. J'ai eu tellement peur parce que j'ai eu des interférences dans mon logement électrique. On m'a coupé mon chauffage, on m'a crevé mes pneus. Enfin, j'ai eu tout un tas de choses. Je travaille moi-même sur mes dossiers puisque j'ai pas trop confiance à certains avocats, puisqu'on sait que certains dossiers peuvent être passés sous le terrain. Alors tous ne sont pas comme ça, mais moi je suis pas tombée sur les bons. Et ce que je voulais dire, c'est que moi j'en suis arrivée à faire mes dossiers moi-même. Et j'ai affaire à la justice que le 26 juin 2018, j'ai eu le droit au tribunal. J'ai été accueillie par un cordon, un dispositif de police de sécurité qui était posté devant ma porte d'audience, que mon fils, heureusement, m'a fait un signe. Et que lorsque j'ai couru près le procureur de Nanterre, pour ne pas la nommer, Madame Denis, j'étais au parquet. Je lui ai demandé de m'aider puisque j'avais vraiment la frousse, alors que Maëva pourra confirmer que je ne suis pas quelqu'un de froussarde. Quand j'ai demandé de l'aide, j'ai déposé plainte directement au bureau du procureur. Ma plainte a été classée sans suite. J'ai été suivie par cybermalveillance.gouv, que je peux remercier puisqu'ils sont venus chez moi pour saisir tous mes appareils, puisque je suis victime de cybercriminalité. Donc je dois faire attention à tout. Dès que je me déplace, je prends une amende, donc je ne prends plus la voiture. Voilà ce que c'est que le quotidien d'une ex-femme de policier qui vit en toute impunité, puisque vous avez beau dénoncer, vous avez beau... Aujourd'hui, je ne peux pas porter plainte, j'ai essayé tous les commissariats, je ne peux pas, puisque les plaintes, comme le dit très bien Sophie Boutboul et Alizé, les plaintes sont domiciliées, reviennent sur votre lieu de domiciliation. Donc forcément... Quand vous avez un ex-conjoint dans la police, votre ex-conjoint est au courant. Et vous vous retrouvez dans un labyrinthe complètement enfermé sur vous-même. Vous n'avez plus les moyens, puisque vous êtes victime de contrôle coercitif, de violences économiques, de payer des sommes astronomiques d'avocats. La question que je voulais poser aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que les juges sont rattachés au procureur et que les procureurs sont nommés par les politiques, il faut que la justice devienne indépendante. Il faut qu'on aborde absolument, c'est ça que je vous demande, Madame la députée, et moi je serai prête, je m'engage à travailler s'il le faut, puisque je connais bien le sujet, à vous apporter toute l'expertise et toutes mes connaissances. Je m'y engage aujourd'hui, à la condition qu'on considère ces enfants victimes de placements abusifs, puisque beaucoup d'enfants se retrouvent sans leurs parents, ils sont placés dans des foyers de l'ASE, ils sont placés chez le bourreau, et personne n'en parle. Et il faut avoir le courage, le président Macron le disait, il faut avoir le courage de regarder dans son passé, le passé. Et il ne faut plus qu'on sacrifie les générations à venir, il faut qu'on avance, il faut qu'on regarde ça. C'est une responsabilité collective, j'entends bien, mais il faut que, pas que Adrien Taquet, c'est tout le monde, toute la société doit parler de ces enfants qui restent détenus chez leurs bourreaux ou dans les foyers de l'ASE. Il faut rendre ces enfants, si les pièces le permettent, à ses parents. Et moi, je ne peux pas faire l'hypocrite. Je connais le sujet. Je ne ferai pas comme tous les politiques, c'est-à-dire je ne serai pas dans le déni. Je pense à toutes les victimes de placements abusifs. Ma question, c'est la suivante. Elle s'adresse à Alizé. C'est, est-ce que votre livre, qui est aussi un outil de travail, puisque vous proposez des solutions, vous proposez de saisir l'IGPN, il faut réformer l'IGPN. Pourquoi c'est toujours pas fait ? Est-ce que vous pouvez vous engagez, puisque vous avez des pistes pour améliorer la police, pour que toutes les instances, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit les commissariats, etc., puissent entendre toutes ces victimes de violences liées à des fonctionnaires de police. Il ne s'agit pas de stigmatiser la police. Moi, je ne suis pas contre la police. Donc votre question est Ma question, c'est, est-ce que votre ouvrage et les solutions que vous proposez pour... trouver des solutions pour ces femmes de victimes de police, c'est toutes ces femmes d'ex-conjoints policiers, puissent être entendues. Est-ce que vous avez des solutions ? Merci à vous. Je suis désolée, mais en fait, on n'a pas de solution. Notre livre a été cité justement en clôture du Grenelle par le Premier ministre Édouard Philippe. Et on pensait être contacté, et en fait, on n'a pas du tout été contacté par rapport à tout ça. Donc non, pour le moment, on a fait des propositions. Après, je dis pas que c'est forcément ça qu'il faudrait mettre en place, mais en effet, il faudrait quelque chose d'indépendant et surtout de sécurisé pour que les femmes victimes de violences conjugales, d'un représentant des forces de l'ordre, puissent déposer plainte sans que le conjoint puisse y avoir accès.
C'est primordial qu'elle soit sécurisée et les enfants également. Je vois qu'il y a une autre question. Je suis désolée, on a un temps très très court et je vois beaucoup de mains, donc je pourrais malheureusement pas prendre toutes les questions. Bonjour, Florence Blazer, je me présente. J'ai été médiatisée, malgré moi, sur CNews aussi pour dénoncer le dysfonctionnement du parcours d'une femme victime de violences conjugales et de ses enfants, parce que forcément, on emmène nos enfants dans ce tourbillon. Donc moi, actuellement, aujourd'hui... Votre question, s'il vous plaît. Alors, non, mais c'est important aussi. Je suis désolée, c'est parce que je suis obligée de... Je sais, mais c'est très important, parce qu'aujourd'hui, maintenant, malgré moi, j'aide d'autres mamans, dont des enfants qui sont abusés, incestués, qui sont remis effectivement au père. Donc ça, c'est un problème. Merci, Madame la députée, d'organiser et de retirer impérativement l'autorité parentale, parce qu'on est lié à chaque fois avec l'agresseur. Moi... En fait, et moi, mon fils qui a 19 ans aujourd'hui veut se suicider. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, il y a la psy du lycée qui est dans cette salle et je la remercie infiniment de s'intéresser à ce sujet. Et j'avais pas trop envie de dire ça, mais voilà. Donc, je pense à mon fils actuellement qui est gravement malade aussi, atteint d'une maladie chronique, parce que ça, on en parle très peu. Je remercie Karen Saldier, j'ai rencontré il y a 10 ans, elle m'a sauvé la vie. Donc voilà, mes 2 enfants sont gravement malades. Anorexie mentale, colopathie et maladie de Crohn. J'ai plus rien à perdre puisque moi aussi, j'ai des nodules. Donc voilà, ma bataille, elle est aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse parler de moyens, sans arrêt de moyens. Nous, ce que je voudrais, c'est quand on aille à la police, qui que ce soit, c'est qu'il accepte notre plainte, qu'il ne puisse pas refuser notre plainte. Ensuite, les enfants, quand ils sont interrogés, il faudrait qu'il y ait des gens spécialisés, formés comme Muriel Salmona forme, qu'il y ait des juges comme Édouard Durand. Donc moi, ce que je voudrais, c'est, Madame la députée, je vous soutiens énormément parce que je compte sur vous pour mener vraiment cette loi, pour retirer l'autorité parentale des pères violents, voilà, ou du parent violent. Et en tous les cas, je voudrais dire aussi, parce que tout à l'heure, j'ai un peu mal pris, il y avait beaucoup de mamans qui sont à peu près maltraitantes. Il faut savoir que c'est un parcours du combattant, c'est vrai. Donc on ne doit pas forcément... mais par la force des choses, ça répercute sur les enfants. Mais si on nous protégeait, déjà on partirait du premier coup, parce qu'on nous dit tout le temps à la première baffe, pourquoi elles ne partent pas? Si, on a envie de partir. Mais derrière, il faut que les institutions, elles suivent. Il ne faut pas qu'on ait des enquêtes à EMO tout le temps comme ça, ou des médiations, ou tout ça. Non, prenez... la situation de l'enfant, parce que l'enfant aujourd'hui devient gravement malade. C'est de la santé publique. Merci et excusez-moi d'être intervenue. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Je suis désolée, après on est obligé d'avancer. Il y a des questions là. Oui, merci pour la force de vos témoignages. Je sais que vous luttez depuis très longtemps. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un dossier sur lequel le père a perdu l'autorité parentale par 3 jugements et qui, au bout de 4 ans, voire plus, récupère un droit de visite? J'entends beaucoup l'ambition et je soutiens totalement la députée sur son projet de loi, mais je voudrais quand même aussi, peut-être que c'est un cas extrême, mais c'est le mien, c'est celui de mes enfants qui est en photo là. J'ai lutté comme vous, il a été condamné, j'ai 105 jours d'ITT et je m'interroge sur le système parce qu'on pourrait considérer que dans mon cas, il y a eu des choses qui ont été bien faites. D'accord, ils ont considéré mes enfants comme victimes puisqu'ils lui ont retiré l'autorité parentale et le droit de visite. Ça fait 4 ans qu'ils sont de nouveau bien équilibrés. Et la cour d'appel, excusez-moi, je tremble un peu, tout en confirmant pour la 3e fois qu'ils n'étaient absolument pas capables d'occuper ce rôle, puisque je fais partie des extrêmement rares victimes à qui le père condamné, on lui a retiré l'autorité parentale, on lui redonne un droit de visite en centre médiatisé. Alors je vous l'annonce très clairement, en fait, aujourd'hui, je sais que je prends un risque phénoménal, mais je ne peux pas me plier à cette décision. Donc j'ai lancé aussi une vidéo, une pétition, mais je soutiens. Et je vais mettre toute mon énergie pour que cette loi passe, parce qu'il faut retirer l'autorité parentale. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas que le combat final, c'est plus de contact. Et ça passe par retirer le droit de visite. On peut avoir une autorité parentale exclusive et s'en voir déposséder dans la même décision de justice. Voilà, je voulais savoir si vous avez déjà entendu un cas comme celui-là. Et c'était l'objet de ma question, de vous alerter sur la reconnaissance aussi du statut de l'enfant. Je terminerai là-dessus, parce que ma fille, aujourd'hui, elle a 11 ans. Elle s'appelle Eva, elle est en échec scolaire, elle subit du harcèlement, elle allait super bien, c'était une petite fille hyper joyeuse,
Et aujourd'hui, elle est terrorisée à l'idée qu'on la force à aller dans un centre à 1 heure de chez elle, alors même que le type est reconnu dangereux, de fait par la décision de justice, qu'il a fait 7 séjours en psychiatrie, qu'il n'a aucun intérêt pour ses enfants. Et donc c'est à eux que je pense, et je sais qu'on est exposé, j'entends vos parcours et ça me fait extrêmement flipper, je vous garantis, mais en fait, quand on est maman, on sait, et j'entends la force qu'a mis Laura dans son propos, qu'à un moment donné, on ne peut pas en fait. On ne peut pas, et la justice nous met dans des situations impossibles où effectivement on repart au combat, il faut ressaisir le JAF, on remet l'autorité parentale. Moi j'estime que là, dans mon affaire, ça fait 3 fois que la justice lui retire l'autorité parentale. Il faut supprimer le droit de visite et reconnaître l'enfant, comme a pu le faire Laura, dès le départ comme victime. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors Clémentine, il me semble, Clémentine, c'est des visites médiatisées, c'était ça Oui. Alors, ce qu'il faut préciser, que dans mon cas, mon ex-conjoint a été condamné par la cour d'assises. J'avais l'autorité parentale exclusive, mais pas la déchéance des droits parentaux. Et pour prévoir sa sortie, il pouvait avoir des droits de visite médiatisés. Donc, malgré une condamnation criminelle, l'autorité parentale exclusive, s'il sort là, enfin, pas actuellement, mais si j'avais pas eu la cour d'appel de Versailles, là, il avait des visites médiatisées, ce monsieur. Et attendez, c'est-à-dire que moi, dans le suivi socio-judiciaire, ça rejoint un petit peu, c'est même pire. C'est-à-dire qu'il a 50 suivis socio-judiciaires, interdiction de rentrer en contact avec moi, interdiction de rentrer en contact avec ma fille, mais des visites médiatisées. Donc aujourd'hui, là, il y a un problème. Les magistrats, il y a quand même, je veux bien qu'il y ait un problème de formation, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on peut donner une interdiction de rentrer en contact avec un enfant, mais en octroyant une visite médiatisée? Enfin, ils se parlent en visite médiatisée, hein, c'est pas, ils sont... Donc, si vous voulez, on a des décisions qui n'ont aucun sens. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau des enfants, il y a tout à défaire et il y a tout à refaire. Mais oui, je rejoins Clément, je te rejoins. Pour moi, il n'y a plus aucun contact dans les cas les plus graves, tout simplement. Donc, je suis tout à fait avec toi. Et j'ai été un petit peu, on va dire, dans ton cas. Et je connais quelques autres victimes qui sont... on ne peut pas avoir l'autorité parentale exclusive, interdiction de rentrer en contact et demander des droits de visite médiatisés, avec des enfants qui sont traumatisés, des experts qui disent non, il ne faut pas remettre l'enfant dans des visites médiatisées. C'est justement ce qu'on va voir par la suite. Je vous remercie vraiment beaucoup. On va vous applaudir bien fort. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre courage aussi. Je vous propose en effet de passer à la table ronde numéro 1 qui s'intitule « Comprendre pour lutter contre les violences ». Justement, comme je le disais, nous allons nous intéresser maintenant aux conséquences sur la santé des enfants exposés. Hein, vous l'avez déjà souligné. Exposés donc aux violences conjugales. Nous allons faire un focus sur la santé des enfants. Je vais vous demander d'applaudir le docteur Luis Alvarez, pédopsychiatre à l'hôpital américain de Paris et à la clinique périnatale de Paris. Et également le docteur Barbara Tisseron, pédiatre médecin légiste, responsable de l'unité médico-judiciaire du CHR d'Orléans. Merci beaucoup à tous les deux de venir aujourd'hui. Alors, pour introduire cette table ronde, je vous propose de regarder une vidéo. Son nom a été déjà cité. Nous allons écouter le docteur Karen Sadlier qui va évoquer justement ce que cette violence induit sur le développement des enfants. On l'écoute.